The Conversation France. In extenso, des chercheurs et des chercheuses qui décryptent les grands sujets. Un podcast pour mieux penser l'actualité. Bienvenue dans cette série de podcasts sur la jeunesse. Je suis Aurélie Javadi, chef de rubrique éducation à The Conversation. Dans ce deuxième épisode, on va se demander ce que les 18-25 ans pensent des études et des diplômes. On leur dit qu'ils arrivent sur un marché de l'emploi de plus en plus concurrentiel, que sans un certain bagage de formation, ils n'y trouveront pas leur place. Alors comment appréhendent-ils ces difficultés ? Quel regard portent-ils, eux, sur ces exigences ? Et quelle voie inventent-ils aussi ? On en parle avec Jean-François Giret, professeur à l'Université de Bourgogne et directeur de l'Institut de recherche sur l'éducation. Bonjour Jean-François Giret. Bonjour. On va commencer par la place du diplôme sur le marché de l'emploi. On voit que les jeunes sont de plus en plus diplômés, que la concurrence est de plus en plus forte. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des chiffres ? En fait, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui un critère discriminant pour certains jeunes ? Oui, absolument. On est sur le marché du travail des jeunes où le diplôme est une condition de plus en plus nécessaire, même si elle n'est pas suffisante. On voit que, au fur et à mesure des évolutions des conditions d'insertion, l'absence de diplôme est de plus en plus pénalisant. Avoir des diplômes, c'est bien. Avoir de plus en plus de diplômes, c'est peut-être encore mieux, mais ne pas avoir de diplômes, c'est de pire en pire. On est à peu près aujourd'hui sur le marché du travail avec un taux de chômage des jeunes sans diplômés, sans aucun diplôme, qui est de 50% 3 ans après la sortie du système éducatif. C'est ce que montrent notamment les enquêtes du CEREC. Et cette pénalité des non-diplômés s'aggrave ces dernières années. Et ça reste vraiment très difficile pour eux, à la fois en termes d'accès à l'emploi, mais lorsqu'ils arrivent à l'emploi, en termes de qualité des emplois, ils arrivent avec des emplois qui sont très précaires, très peu rémunérés, très peu qualifiés. Donc les difficultés s'accumulent pour eux sur le marché du travail. Le diplôme est très important. Avoir le plus de diplômes est important, mais ne préserve pas du chômage. Est-ce qu'on peut donner quelques repères peut-être chiffrés quand on est diplômé à Bac+3, Bac+5, on finit par s'insérer en... Voilà, donc globalement... 6 mois, 18 mois. Oui, alors les enquêtes du CEREC, puisque j'ai commencé par celles-là, qui sont des enquêtes nationales représentatives, pour tous les diplômes, montrent qu'un master, globalement, le taux de chômage est d'à peu près 10%, un peu moins de 10%, 3 ans après la sortie du système éducatif, avec évidemment des variations selon les filières et selon les types d'établissements d'enseignement supérieur également. Les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs ont des taux de chômage beaucoup plus bas. Et évidemment, on a des différences selon le lieu de résidence aussi, la région de ces universités, selon le marché local du travail, etc. Ça, c'est des points qui sont très importants. D'accord, donc on parle en fait là des masters, des grandes écoles. Est-ce que ça veut dire qu'on a tout intérêt à continuer le plus possible ? Est-ce que si on a le choix d'aller en droit, d'aller en économie, par rapport au fait de faire un diplôme plus professionnel, il faut forcément choisir cette voie-là ? Ou quitte à ne pas aller au bout de son diplôme en licence ou en master ? Alors, il y a 2 points importants. Premier point important, c'est que l'on voit que l'absence, par contre, de diplôme à l'université est là encore très pénalisant sur le marché du travail. C'est les jeunes qui sortent sans diplôme de l'université et plus globalement de l'enseignement supérieur, puisque vous avez des jeunes qui sortent sans BTS, par exemple, qui font 1 an ou 2 ans de BTS et qui n'arrivent pas à décrocher le diplôme. Ils se retrouvent dans des situations très compliquées sur le marché du travail qui sont plus compliquées que les diplômés d'un bac pro, par exemple. Et donc, ces jeunes-là, ils ont énormément de difficultés à trouver un emploi. Ils doivent soit refaire une autre formation, éventuellement revenir par une formation secondaire, dans l'enseignement secondaire, et ils se retrouvent donc dans une période d'incertitude assez longue sur le marché du travail avant de se remobiliser vers un autre projet. D'accord, donc c'est mieux d'aller au bout de ce qu'on a vraiment envie de faire, d'être plus pragmatique, de miser sur un diplôme professionnalisant, si c'est ce qu'on souhaite. Il faut effectivement aller le plus loin possible, alors avec des différences. Il y a des licences professionnelles en 3 ans qui fonctionnent très très bien et sur le marché du travail qui permettent une employabilité très élevée. Il y a évidemment les masters aussi à l'université qui ont des taux d'employabilité très élevés. Ça dépend le type d'emploi que l'on recherche derrière.
Et vous me disiez qu'il y avait une question de sentiment de sécurité qui se voyait au niveau des enquêtes du CEREC, que les jeunes étaient peut-être moins pessimistes qu'on pourrait l'attendre par rapport à la dégradation du marché de l'emploi. C'est effectivement un point très intéressant que l'on constate depuis 25 ans, c'est qu'on a d'un côté une détérioration notamment de la qualité de l'emploi des jeunes, et notamment de l'emploi précaire, de l'emploi à durée déterminée principalement. Et cette dégradation devrait avoir pour conséquence aussi plus de pessimistes des jeunes par rapport à leur insertion professionnelle, par rapport à l'avenir. Et on trouve le contraire. C'est-à-dire que bien que, objectivement, la qualité des emplois se dégrade, ils estiment que leur avenir sera meilleur par rapport aux générations précédentes. Et ça, c'est intéressant. Comment interpréter ça? Peut-être une confiance en leur diplôme, parce qu'ils sont, peut-être c'est les générations qui sont un peu plus diplômés, donc peut-être une confiance également par rapport au fait, une intériorisation par rapport au fait que le marché du travail est peut-être plus précaire, notamment pour les jeunes, et que finalement ils restent plutôt confiants par rapport à la fois leur diplôme et ils acceptent cette précarité. Oui, ils ont accepté la situation. En fait, donc ce sentiment de déclassement dont on parle beaucoup inquiète peut-être plus les parents que les jeunes eux-mêmes, enfin qui ont appris à faire avec la situation. Vous avez travaillé sur la question des stages aussi, sur la manière dont les jeunes s'emparent de cet outil-là au service de leur insertion, les stages qui peuvent être obligatoires ou qui peuvent être facultatifs. Oui, tout à fait. Donc il y a alors un intérêt des jeunes pour les stages, un intérêt également pour voir un peu ce qui se passe côté du marché du travail. On leur parle beaucoup de professionnalisation et derrière forcément ils ont envie un peu de voir ce qui se passe concrètement, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise notamment. Et il y a de notre côté aussi une pression de l'enseignement supérieur pour qu'ils se professionnalisent de plus en plus et on le voit lors des sélections dans les masters notamment à l'université, dans certains types de masters, un stage et un bon stage est un élément indispensable pour avoir un bon master. Il peut y avoir même ponctuellement des étudiants qui refont une année de licence pour avoir un bon stage, un très bon stage qui va permettre d'intégrer plus facilement le master. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a une alternative entre note à l'examen et stage, mais il y a un intérêt, une volonté, une stratégie en tout cas, de plus en plus d'étudiants de faire des stages en licence notamment. D'accord. Des stages ciblés avec le master des stages demandés. Des stages effectivement ciblés. C'est pas des stages juste pour connaître une entreprise, c'est pas des stages d'observation, c'est effectivement réellement derrière, il y a une stratégie de recherche du stage qui va permettre de compléter son projet, de compléter son CV et d'accéder à la formation. Ouais, voilà. D'expliquer qu'on a fait telle ou telle mission, de pouvoir présenter des choses devant un jury d'admission en master. Tout à fait. Avec une exigence également de ces jeunes sur la qualité du stage. Donc, effectivement, ils sont conscients que le stagiaire doit réellement avoir des missions. D'accord. Alors ça se développe au niveau licence. Et puis après, ils savent aussi que plus tard, au niveau master, le stage, les dernières années de stage, sont quelque chose qui peuvent permettre d'avoir un effet décisif sur l'insertion professionnelle. On voit que un jeune sur 5 à peu près est intégré directement dans l'entreprise après son stage, ce qui n'est pas négligeable pour un diplômé du supérieur. Alors ça dépend sur quel type de diplôme. Vous écoutez In Extenso, le podcast qui donne la parole à la recherche. En amont, il y a un autre outil qui s'est développé, c'est celui du service civique, alors qui s'adresse à un public plus large, un public de 16 ans à 25 ans, pour exercer une mission d'intérêt général dans un organisme public. Ça peut être sur différents domaines, la santé, le sport, la solidarité. Et en fait, cet outil peut être mobilisé par des jeunes sans diplôme, comme par des jeunes qui sont déjà dans un cursus d'études supérieures. On va écouter la présentation par l'association Unicité de ce dispositif. Oui, toi là, comment ça se passe les études?
T'es en bac +2, 3, 4, 5, la tête dans les cahiers, le nez dans les bouquins. T'as envie de faire une pause, de prendre une année de césure, de remplir un semestre libre, de gagner en expérience pro, développer ton réseau. Et puis surtout, tu veux donner du sens à ton parcours? Oh, attends, excuse-moi. Allô? Allô, oui. Arrête tout de suite, tu rêves. Je vois pas d'expérience qui puisse te permettre de faire tout ça à la fois. Eh bien, détrompe-toi. T'as déjà entendu parler d'Unicité? C'est l'association qui a donné naissance au service civique en France. Elle te propose de vivre une expérience unique, collective et solidaire. Alors, souvent, les stages, ça dure 3 mois, ça dure 6 mois. Là, on est sur une durée beaucoup plus longue, de 6 mois, d'1 an, qui permet de tester des domaines totalement différents, avec une logique différente de celle de l'insertion. Est-ce que vous, à l'université, vous observez un intérêt pour ces services civiques? C'est un outil qui s'est banalisé. Vous avez peut-être quelques mots sur le clip. C'est un peu un clip promotionnel, voilà, qu'on vient d'entendre. Alors, à l'université, on observe de temps en temps, ponctuellement, on voit des étudiants qui, dans des filières professionnelles, proposent de faire un service civique à la place d'un stage. Ça est arrivé par le passé. Mais nous, on a essayé, au sein de mon laboratoire, de faire une enquête sur les titulaires d'un service civique pour comprendre à la fois leur motivation et puis après leur devenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de leur motivation, il y a effectivement, pour un petit tiers d'entre eux, une motivation un peu, je dirais, adéquationniste, c'est-à-dire trouver l'expérience et qui va bien avec sa formation et qui peut, comme le stage, bien compléter et permettre d'avoir une expérience et un accès facile au marché du travail. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une partie, mais importante, des jeunes qui considèrent le service civique comme un moment de respiration, comme un petit moment de latence entre le marché du travail et la formation, ou voire même entre deux formations, un temps où on peut réfléchir à son projet, essayer de reconstruire autre chose. Alors, ça n'exclut pas que derrière, il y a aussi des finalités professionnelles, quand on souhaite développer des compétences, accroître son employabilité. Donc on est quelque part, on est dans l'esprit de ce qu'on entend dans le clip, là, la présentation. On peut être dans cet esprit-là, il faut être dans cet esprit-là, je pense. Il faut être dans cet esprit-là. Il ne faut pas voir uniquement le service civique comme quelque chose qui contribue à l'inflation des diplômes, de l'expérience. Il faut le meilleur diplôme, plus le meilleur stage, plus la meilleure expérience, etc. Je pense qu'il faut plutôt essayer de voir comment on peut utiliser le service civique ou différentes expériences pour construire, sécuriser son parcours, s'ouvrir vers d'autres parcours, d'autres itinéraires. Et ça, c'est ce qui me semble intéressant là-dedans. D'accord. Donc, construire son parcours, c'est une chose à laquelle les jeunes pensent de plus en plus. Est-ce qu'ils se fixent des priorités personnelles? Est-ce qu'il y a seulement des questions d'ambition? Je crois que vous avez mené des études autour vous êtes intéressé à des critères de mobilité géographique. On voit que parfois les jeunes sont prêts à certains sacrifices pour des questions de qualité de vie. En fait, ça rejoint un peu les questions qu'on voit autour du travail aujourd'hui, les réflexions autour du monde du travail, du télétravail, des changements d'emploi, les gens qui sont déjà en poste depuis longtemps. Tout à fait. On voit un mouvement des jeunes, donc on voit globalement une hausse des mobilités régionales des jeunes durant leur insertion professionnelle. Et donc, on a étudié ça, notamment à partir des enquêtes du CEREC. Et là, les chercheurs qui se sont focalisés sur ça montrent que cette hausse des mobilités, durant la phase d'insertion, en fait, c'est surtout des mobilités de retour, des retours dans la région d'études et donc dans la région de formation du baccalauréat. Et ce qui est également intéressant, c'est que ces jeunes-là, qui rentrent dans leur région de formation, dans leur pays, entre guillemets, en fait, ils ont des conditions d'insertion plutôt moins bonnes que les autres, objectivement, que ceux qui sont restés dans la région où ils sont allés faire leurs études universitaires. Et ils ont des emplois un peu moins qualifiés, des salaires un peu moins élevés, des emplois à durée déterminée un peu plus souvent que des CDI. Mais globalement, ils semblent plus satisfaits de cette situation. Ils construisent également des liens familiaux, ils reconstruisent des liens familiaux, ils participent aussi à l'activité de leur territoire. Et ce qui semble
être valorisé, de plus en plus valorisé par ces jeunes-là. Donc, il y a un souci d'écouter ses attentes personnelles, un souci que vous avez peut-être retrouvé à travers alors des enquêtes une enquête très différente menée avec un de vos doctorants sur les certifications numériques. Dites-nous-en un peu plus. Oui, comme vous l'avez remarqué, en fait, oui, je m'intéresse beaucoup à la manière dont ces jeunes, dans leur parcours, notamment à l'université, vont également profiter d'autres expériences, des expériences professionnelles, des stages, le service civique ou autre. Et avec un de mes doctorants, en codirection d'ailleurs avec un collègue de l'université de Mons, on s'est demandé dans quelle mesure ces jeunes-là seraient prêts à vouloir certifier ces compétences, disons, extra-académiques, en dehors du cursus académique. Par exemple, la maîtrise d'un logiciel. La maîtrise d'un logiciel, ou ne serait-ce que avoir été trésorier dans une association, réclame quelques compétences en matière de gestion. Et en fait, ces compétences-là, elles ne sont pas forcément certifiées. Et on peut imaginer, et ça existe, l'idée qu'elle soit certifiée sous forme d'un badge numérique par le président de l'association, par exemple. Et les étudiants ont plutôt de l'appétence pour le fait d'intégrer ce qui est en dehors du cursus dans le cursus. Alors, pas forcément de manière concurrente au cursus. On voit que ces étudiants, globalement, ceux qui sont le plus intéressés par intégrer ces expériences un peu extra-académiques sous forme d'open match sont plutôt des bons étudiants qui ont de bonnes notes, qui sont intéressés par le sujet. Donc ils voient pas ça comme quelque chose d'alternatif qui se substituerait aux études. Ils voient ça vraiment comme complémentaire. J'ai fait autre chose dans ma vie, je veux également l'intégrer et le valoriser dans mon parcours universitaire et dans mon parcours professionnel. Il y a un souci un peu de dire qui on est. Effectivement, il y a un souci, de dire qui on est, évidemment, et aussi de signaler un peu la pluralité de ce qu'on a fait et de montrer que finalement, ce qu'on a fait ne se résume pas à un seul diplôme. L'expérience du monde du travail, voilà, elle peut passer par ses services civiques, par ses stages, c'est l'apprentissage aussi, enfin ses premiers tremplins vers l'insertion, et puis elle passe aussi par les fameux jobs étudiants, qui témoignent d'une logique peut-être totalement différente. On va écouter un extrait d'un reportage d'une télévision locale dans l'Est de la France et qui a été réalisé en septembre 2020. Julie prépare sa caisse. Dans quelques minutes, elle va accueillir les clients du Super U de Rohrbach-les-Bitches. Des clients qu'elle rencontre régulièrement depuis près de 2 ans. Elle a trouvé ce travail en plus de ses études. Elle va bientôt démarrer sa 3e année de licence en lettres modernes à Metz. Les études, c'est pas gratuit, donc il faut bien les payer. Et j'ai aussi envie d'être indépendante, du coup, ça m'a motivée à chercher du travail. Et parce que j'aime bien faire quelque chose en dehors de mes cours et pas rester à la maison, donc voilà. Une charge de travail qui s'ajoute à ses révisions. Julie doit gérer son emploi du temps. La semaine, quand j'ai fini les cours, j'essaye souvent d'aller à la bibliothèque universitaire pour réviser le soir. Et après, le week-end, je me laisse place au boulot et aussi à mon amusement personnel. Mais sinon, je révise aussi pendant les week-ends. Ça m'arrive de temps en temps. Quand par exemple, je travaille que le matin, je peux réviser l'après-midi. Et puis pendant les vacances, j'ai des jours de libre aussi. Donc ça me permet aussi d'apprendre en dehors du boulot. Donc l'exemple de Julie là, qui travaille en plus de ses études, ça semble demander une certaine organisation, un rythme assez soutenu. Est-ce que ça va lui apporter un plus sur son CV, tout comme quand on fait un stage, un service civique? Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que ça dépend de la qualification de l'emploi étudiant. Il est clair que des emplois étudiants très peu qualifiés apportent très peu sur un CV, du babysitting, du jardinage, etc. D'autres emplois peuvent apporter des compétences qui peuvent être utiles, savoir s'organiser. Et ça peut apporter également un signal positif par rapport à un employeur. Avoir un job étudiant par rapport à celui qui n'en a pas peut être valorisé par rapport à un employeur.
ce qu'on a vu notamment dans une recherche récente. Cependant, une des questions centrales, c'est la question du nombre d'heures travaillées, parce qu'on le voit là dans l'exemple qui nous est donné. On a un effet, ce qu'on appelle un effet substitution, c'est-à-dire que le temps réservé au travail va se substituer à notamment ce qu'on appelle l'effort studieux, le temps réservé aux études, et à partir du moment, c'est la bascule, et on risque de pénaliser un peu nos chances de réussite. Alors il y a des estimations, nous on a fait des estimations qui montrent qu'à partir de 11-12 heures de travail salarié dans la semaine, on commence à handicaper ses chances d'avoir l'examen de fin d'études. Alors évidemment, ça dépend du type de travail. Travailler la nuit, c'est plus pénalisant. Travailler durant les périodes des examens, c'est encore plus pénalisant. Travailler sur le campus, c'est moins pénalisant. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'une part, on reste quand même un peu intégré à l'université, groupe de pairs, et par ailleurs, il y a le temps de transport aussi qui est très important sur l'emploi étudiant, qui parfois peut doubler le temps salarié. Et du coup, là, ça pénalise encore plus l'étudiant s'il a à travailler à 10-20 km de l'université. Donc vous, ce que vous constatez en tant que chercheur, c'est qu'il y a quand même des inégalités très fortes entre les étudiants qui sont obligés de travailler pour assurer leurs études, leur quotidien, ceux qui ne sont pas obligés de le faire. Donc ça nécessiterait de repenser un petit peu l'intégration du job étudiant aux études, peut-être, avec d'autres jobs sur les campus. Tout à fait. Alors il y a plusieurs niveaux, mais effectivement, ce qui est important, c'est qu'il faut privilégier des emplois étudiants qui restent cohérents avec l'activité étudiante. Pour terminer, alors sur cette manière dont les jeunes appréhendent la formation, appréhendent les diplômes, est-ce qu'il y a d'autres points qui vous semblent importants à souligner ? Qu'est-ce qu'il faudrait surtout retenir d'après vous ? Moi, je pense qu'il faut essayer peut-être de changer la vision française. Certains sociologues le développent, je pense à Nicolas Charles également, l'idée qu'on va souvent un peu trop en France droit au but. Alors Nicolas Charles, il parle que les étudiants vont à la vitesse du TGV, donc on prend vite le TGV depuis le début des études jusqu'à la fin sans s'arrêter, alors qu'il faudrait plutôt prendre le TER, voire le métro, en référence à des exemples étrangers. Et cette idée qu'il faut peut-être un peu plus passer de temps à envisager les différents parcours, à peut-être un peu plus musarder tout en acquérant des diplômes, mais effectivement à penser peut-être une diversité des parcours, faciliter également les reprises d'études, se dire que finalement ce n'est pas totalement terminé lorsqu'on part de l'université avec une licence et qu'on peut facilement revenir et pour faire un master par exemple. Voilà, on a par rapport aux pays à l'étranger peut-être à progresser beaucoup sur cet aspect-là. Les pays scandinaves, le Danemark, qui permettent d'avoir des années de césure, c'est ça ? Des années de césure, effectivement, et puis après faciliter les retours, faciliter les correspondances, aussi la possibilité de passer plus facilement, alors ça existe, mais que ça reste très ponctuel d'une filière à l'autre. Et également de pouvoir passer de sciences à peut-être, je ne sais pas moi, histoire ou économie. Ça, on est sur des questions de structure qui dépassent peut-être les jeunes eux-mêmes qui sont... On est à la fois sur des questions de structure, on est également sur des questions de mentalité qui font qu'il y a un certain cloisonnement et que l'on doit arriver à dépasser. Merci Jean-François Giret. Vous pouvez retrouver d'autres analyses sur les questions de formation dans la rubrique Éducation de The Conversation. Et si vous l'avez manqué, vous pouvez écouter aussi le premier épisode de cette série avec le sociologue Camille Peny. In Extenso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extenso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.